fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet, mon premier réflexe a été de m'adresser à la chambre de commerce. J'ai suivi une formation en fait d'une semaine à la création d'entreprise. Ça m'a permis d'avoir un certain nombre d'informations concrètes et nécessaires sur les différents choix que j'allais devoir faire pour ma création, que ce soit la structure juridique, du coup le statut que j'allais avoir, comment fonctionne un bail commercial, euh, différentes façons d'aborder les banques, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ça permet aussi d'appréhender un petit peu en amont les pièges et les erreurs à éviter, sachant que de toute façon, des erreurs, je savais que j'allais en faire. Mais bon, malgré tout, c'était quand même mieux d'essayer de les minimiser. J'ai aussi découvert à l'occasion de cette formation qu'il existe en fait beaucoup d'organismes et d'aides à la création d'entreprises, que ce soit pour construire le dossier, le fameux business plan, ou aussi pour en faciliter le financement. Le seul problème, c'est qu'il est franchement pas simple de savoir exactement ce qu'il existe, de s'y retrouver et de savoir ce qui correspond mieux à son projet et à sa situation. Par exemple, j'ai découvert à Paris que Pôle emploi a une antenne spéciale pour les créateurs d'entreprises qui s'appelle Créapass. Voilà, avec des conseillers qui connaissent bien ces problématiques, qui sont quand même mieux adaptés à la création d'entreprises. Sinon, dans mon cas, en fait, moi, je bénéficie du dispositif NACRE, qui est commun en fait à Pôle emploi et à la Chambre de commerce, ce qui m'a permis d'avoir une aide assez importante de la Chambre de commerce sur la constitution justement de mes prévisions financières, ce qui n'était pas simple. Et puis depuis, je continue en fait à voir un conseiller tous les 3 mois. Ça me permet d'échanger, de prendre un peu de recul avec lui et de savoir, de voir un peu mieux comment je peux développer mon entreprise. J'ai aussi obtenu un prêt d'honneur par Paris Initiative Entreprise. Donc là aussi, j'ai la chance d'avoir un conseiller que je vois lui sur une base mensuelle. Et c'est pareil, ça me permet d'échanger, de prendre du recul et de trouver des idées d'amélioration de mon offre et de ma communication. Ce sont 2 rendez-vous qui sont très importants parce que comme je suis seule dans l'aventure, en fait, ça me permet vraiment d'échanger et ça m'aide à prendre du recul, à analyser les choses différemment et en fait à trouver des solutions là où je pourrais me sentir bloquée. Mais en fait, de toute façon, quoi qu'il en soit, les décisions au final, c'est moi qui les prends. C'est pas toujours simple, mais de toute façon, personne ne le fait et ne peut le faire à ma place. Donc pour pouvoir échanger en fait régulièrement avec des conseillers pros, ça aide quand même pas mal, c'est primordial. En fait, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de trouver une banque qui accepte de me suivre. Ça a été je dirais, un véritable parcours du combattant, parce que tant que mon dossier était théorique, la réponse était plutôt positive, mais ça signifiait pas pour autant qu'ils allaient me suivre sur le concret. Et en fait, il y a un véritable décalage entre la première prise de contact avec une banque et la réalité de la réponse au final sur la demande de prêt. En fait, au premier contact, j'ai rencontré à chaque fois des gens qui étaient enthousiasmés par mon projet, prêts à me soutenir. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Les délais de réponse sont longs, trop longs. Le process manque de transparence. Qui, où, comment se prend la décision, c'est pas très clair. J'ai essuyé des refus très peu argumentés en fait, avec juste on ne croit pas au dépôt-vente. Ah, ok, très bien, mais c'est qui on? Et est-ce qu'il a lu mon dossier? Est-ce qu'il s'est contenté de faire tourner un logiciel sur les prévisions financières? J'ai vraiment eu l'impression en fait que les décisions étaient prises sur des a priori, de façon complètement arbitraire et sans aucune rationalité ou objectivité. Donc voilà, enfin bon, au final, ça a pris plus de temps que prévu. En plus, c'était en plein été, ça a failli me faire rater l'achat du bail. Mais bon, heureusement, j'ai fini par tomber sur le bon interlocuteur dans une banque qui était lui-même décisionnaire et c'est ça qui a fait toute la différence. En fait, très naïvement, au début de l'aventure, je pensais que j'ouvrirais ma boutique dans les 3 mois. Ça a finalement été à peu près 1 an plus tard. Mais en fait, ce qui a finalement pris le plus de temps, ça a été la phase finale, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai fait une proposition de rachat de bail et le jour où je l'ai signé définitivement, se sont écoulés 4 mois. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, en fait. Aujourd'hui, en fait, après 7 mois d'activité, mon entreprise progresse, hein, même si je ne suis pas encore à l'objectif que je m'étais fixé, mais en tout cas, j'ai bon espoir d'y arriver.
c'est pas forcément gagné, mais je pense que d'ici à la fin de l'année, je devrais m'en rapprocher pas mal. Et en fait, même si j'avais élaboré des prévisions assez précises, je suis toujours épatée de voir l'impact de certaines choses sur le chiffre d'affaires. Par exemple, les vacances scolaires. J'avais anticipé une saisonnalité assez fine sur toute l'année, mais maintenant, je sais clairement que les mois de vacances scolaires, mon chiffre d'affaires va baisser de 20%. Bon, heureusement que les autres mois progressent plus. Il faut savoir aussi que les tarifs qui sont appliqués aux entreprises par la plupart des fournisseurs, que ce soit en énergie, téléphonie, internet, etc., sont plus élevés que pour les particuliers. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut anticiper. Et c'est un décalage qu'on constate seulement après coup. Enfin, je le savais quand même en amont, mais je n'avais pas pris la pleine mesure de ce décalage. Je l'ai prise récemment quand, par exemple, le déplacement d'un technicien pour un problème téléphonique qui aurait pu être résolu à distance m'a coûté 150 €. Mon premier conseil, c'est oser. On m'a dit que j'étais courageuse de m'être lancée. De mon point de vue, c'est pas du courage. En fait, je n'ai fait que saisir l'opportunité qui se présentait, de passer à l'acte et de réaliser une envie que j'avais depuis longtemps. Je regrette absolument rien. Si c'était à refaire, je le referais, même si pour l'instant, l'avenir n'est pas encore complètement certain. Ensuite, échanger, encore une fois, c'est primordial. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les infos là où elles se trouvent, à se faire aider. Encore une fois, il y a plein d'organismes qui existent pour ça. Ça aide à se poser les bonnes questions sur la viabilité du projet, par exemple. Ensuite, il faut aussi rencontrer des gens qui sont passés par là. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des amis qui se sont lancés avec succès il y a quelques années, d'autres qui l'ont fait en même temps que moi. Même si c'est sur des activités différentes, en fait, échanger avec ces personnes, ça m'a permis de trouver parfois des solutions, des réponses à des questions que je me posais. En plus, il y a une vraie solidarité entre créateurs d'entreprises, donc autant en profiter. Et en fait, enfin, la dernière chose, prévoir des délais longs. Il faut vraiment anticiper les éventuels retards. Moi, j'ai pu en connaître. Et en fait, si j'avais prévu des délais plus longs, ça m'aurait aidé à mieux anticiper. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break.